That's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Micro Ciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Mon invité, vous le connaissez, il est venu par 2 fois nous parler de Roman Polanski et Abdelatif Kechiche. Par 2 fois, c'était des ouvrages collectifs qu'il dirigeait. Et là, pour Jamais 203, il est là pour la 3e fois avec un autre ouvrage collectif axé autour de l'opéra à l'écran. Donc je montre. Voilà, c'est édité chez Grémézé, comme on dit, Grémézé. Et bien évidemment, dans le descriptif, vous avez le lien, vous cliquez dessus, vous tombez sur la page dédiée, normalement, du livre, la page dédiée du livre sur le site de l'éditeur. Et la personne qui donc dirige cet ouvrage collectif, c'est Jean-Max Méjean, critique de cinéma, qu'on se connaît depuis L'aventure était une fois le cinéma, qui existe d'ailleurs toujours. Et c'est pour ça qu'on va se tutoyer pour la 3e fois. Voilà. Comment vas-tu? Ben, ça va, merci de m'avoir invité. Et alors, c'est un livre qui est quand même sorti en octobre. Alors, j'aurais peut-être des trous de mémoire, mais bon. Et voilà. C'est pour ça que je remercie ta grande patience et compréhension, parce qu'il s'avère, moi j'adore donner les coulisses, cette émission devait se faire l'année dernière, ça a été complexe, et puis il y a un moment, voilà. Mais il est là, et je suis très content, parce qu'il y a pas mal de choses à dire concernant ce livre et cette thématique. Première question très basique, hein. Qu'est-ce qui t'a motivé de t'intéresser donc à cette thématique par le prisme d'un ouvrage collectif? Alors, bon, je vais essayer de résumer un petit peu, parce qu'en fait, j'avais écrit avec Jean-François Pioubert un ouvrage pour Espace et Signes dans la collection Mise en scène, un livre sur Montmartre à l'écran, voilà, qui avait relativement bien marché. Et donc, du coup, comme c'est moi qui avais un peu imposé ce concept, parce qu'en général, cette collection, c'est une ville et le cinéma. Madrid, mise en scène. Donc, comme on ne pouvait pas faire Paris, mise en scène, moi, je leur avais proposé Montmartre et Pigalle, en fait. Montmartre et les alentours, qui est quand même un endroit particulièrement plus que, comment dire, photogénique, un endroit qui a été souvent filmé. Donc, au départ, ils n'étaient pas chauds, puis finalement, on l'a fait. Et du coup, je me suis dit, mais pourquoi pas faire quelque chose comme ça sur des endroits emblématiques de Paris, par exemple la Tour Eiffel, il y a eu beaucoup de films dans et autour de la Tour Eiffel, et surtout les 2 opéras de Paris, qu'il s'agisse de Garnier, qu'il s'agisse de Bastille. Alors j'ai commencé à travailler, à chercher des photogrammes, des idées, j'avais trouvé beaucoup de choses, et puis finalement, au dernier moment, parce qu'ils ne voulaient pas déroger finalement à cette règle qui est une ville. Bon, là, je vois que maintenant, les autres livres qui sont parus, d'ailleurs, il y en a même un sur l'aéroport de Roissy, je crois, si je ne m'abuse. Donc, ils ont peut-être un peu réfléchi. Bon, bref, peu importe, je me trouvais avec tout ce matériel. Alors, j'adore le cinéma, quand même. Enfin, disons, j'aime bien. Et puis, l'opéra aussi. T'es quand même critique de cinéma. J'aime beaucoup l'opéra, j'y vais relativement souvent. Ouais. Mais je ne suis pas spécialiste de l'art lyrique. Voilà. Alors, j'ai dit, au lieu faisons l'inverse. Au lieu d'aller voir les lieux, les 2 opéras de Paris qui sont, pour ce qui est de Garnier, très beau, pour l'autre, bon, no comment. Et j'ai dit, pourquoi pas faire les films qui sont allés filmer à l'intérieur des opéras, ou bien les films qui utilisent la musique d'opéra, ou bien les films qui ont des mises en scène opératiques, voilà. Mais je me suis vu devant cette tâche un petit peu titanesque, et du coup, j'ai dit, là, ça mérite un livre collectif. Alors, donc, voilà, et je crois que nous sommes 19, oui, je crois, à peu près, 19 personnes à avoir, ou peut-être moins, 15, enfin bref, entre 15 et 20 qui ont collaboré à cet ouvrage, voilà. Et comment tu as l'idée s'est imposée de structurer l'ouvrage en 5 axes thématiques succincts? Enfin, distincts, pardon. Oui, distincts, pardon. Alors ça, c'est une très bonne idée, mais j'ai été aussi conseillé par Patrice Laju, qui est aussi un des co-auteurs. Et moi, j'avoue que, comment dire, j'aime bien quand
Bon, je ne peux pas dire que j'aime les livres qui n'ont pas de plan, mais j'aime bien quelque chose qui un petit peu qui la profusion. Quand ça part dans tous les sens, je suis très content. Moi. Bon, malheureusement, dans un livre, mais c'est normal, il faut quand même organiser. Alors, je me suis vu devant ce fatras. Il se trouve qu'on faisait, comme on fait maintenant de plus en plus, des visioconférences. Alors, les gens très sympathiques, d'ailleurs, ils arrivaient en disant « Mais on n'a pas parlé de tel film, on n'a pas parlé. » Alors, on se retrouvait. En ce moment, d'ailleurs, je suis en train de faire la même chose avec l'Antiquité à l'écran. Alors là, c'est encore pire, parce qu'il y a des gens qui vont me chercher des films que même moi, je n'ai pas vus, je ne connais même pas, parce que des péplums, il y en a des milliers. Bon, fin de la parenthèse. Et donc là, avec Patrice Laju, nous avons réfléchi, et finalement, l'idée qui s'est imposée, c'était ça. Partir, c'était une demande de Rolf Liebermann à l'époque, hein. Dans les années 80, il était directeur de l'Opéra de Paris et il trouvait, lui, peut-être qu'à l'époque, on ne se masquait pas tellement les yeux, donc il avait vu qu'il y avait une perte d'audition par rapport à l'opéra, les jeunes n'y allaient pas, etc. Et il a eu cette idée, je dirais, assez géniale, hein, de demander à des grands réalisateurs de mettre en scène, mais non pas à l'intérieur de l'opéra, mais à l'extérieur, de mettre en scène des opéras. Et le premier, il avait pensé à Patrice Chéreau, le premier, donc c'était Don Giovanni, le premier qui a subi cette transformation pour l'écran et qui était une réussite. Et Chéreau s'est pas senti le courage, il a dû trouver que c'était trop dur, je ne sais pas. Et donc, c'est Joseph Losey qui s'y est collé. C'était très étrange parce qu'il est américain, il est plutôt, comment dire, pour des films un peu plus, comment dire, politiques ou sociologiques. Et là, il a fait ce qu'on peut qualifier de chef-d'œuvre, hein, avec Ruggiero Raimondi, en décor naturel, Thierry Tekanawa, enfin bref, un très beau film. Alors, donc ça, c'était cette idée géniale. Et après, il y a eu qu'il fallait. Ça, on l'a abordé, mais on n'a pas fait une partie sur les opéras qui sont filmés à l'écran et qui maintenant sont diffusés pratiquement sur les circuits UGC et Pathé. Alors, on paie la place plus cher, je crois qu'on la paie autour de 25-30 €, mais on assiste à des retransmissions d'opéra, de l'opéra, des deux opéras de Paris ou du Met à New York, enfin, les plus grands opéras du monde. Et ça, je trouve que c'est aussi une bonne chose. Après, nous avons réfléchi, c'était les films qui sont mis en scène comme des opéras. Alors, il y a deux exemples. Tout à l'heure, je parlais de Chéreau, par exemple, La Reine Margot, qui est filmé comme un opéra, c'est magnifique. Évidemment, on a Ivan le Terrible d'Eisenstein, qui est aussi, voilà. Alors ensuite, il y a la musique d'opéra qui est utilisée dans les opéras, donc ça méritait aussi un plan. Puis les apparitions de certains opéras, mais à l'intérieur de films. Alors il y a Senso de Visconti, par exemple, où on voit le Trouvère. Il y a, par exemple, Le Parrain de Coppola. Et après, donc pour terminer, alors surtout là, surtout le 3 d'ailleurs. Voilà, puis après, la cinquième partie, c'est l'opéra inspirateur du film. Alors, on a pu mettre, d'ailleurs, ce qui était assez intéressant, c'était Annette, par exemple, de Léos Carax. Et moi, j'ai traité Ténor, et ça, je suis très content d'avoir pensé. Tout le monde était opposé à ça parce que c'était un film de Claude Zidi Junior. Alors, on m'a dit, bon, bah, dis donc. Et en fait, moi, j'ai trouvé ce film très intéressant parce que c'est l'histoire d'un jeune qui vit en banlieue, qui est livreur de sushi, qui a une belle voix parce qu'il chante du rap. Il a tellement une belle voix qu'un jour, son copain qui ne supporte pas la pluie à Paris lui dit, est-ce que tu peux pas aller livrer ses sushis à l'Opéra Garnier? Il n'y était jamais entré, et c'était justement les sushis qui étaient destinés à celles qui s'occupent de la formation des chanteurs de l'opéra. Et il s'embrouille avec un des bourgeois qui est en train de répéter là, et lui, du coup, comme on fait les battles en banlieue, il dit, ben moi, je vais chanter mieux, et voilà. Et donc là, elle le remarque, et c'est un genre de conte de fées, et il méritait sa place. Voilà. Donc, j'espère que j'ai été pas trop confus, mais c'est à peu près les 5 parties pour articuler notre livre. Mais est-ce que tu peux… Oui, non, mais pas du tout, il n'y a pas de confusion, mais est-ce que tu penses que l'opéra, aujourd'hui, hein, j'entends bien aujourd'hui, est un sujet qui est sous-exploité dans les études cinématographiques, d'où ce livre?
Ben, alors, à ma connaissance, on nous a fait quand même quelques petits compliments, parce que dans la critique, c'est quand même assez rare pour des petits livres comme le nôtre, hein, et quand même que c'était assez exhaustif. Alors ça, je ne sais pas si... Moi, je considère ça comme un compliment, mais j'avoue que je n'y suis pour rien pour cette exhaustivité, parce qu'on a été secondé. Il y a 3 parties dans le livre également, hein. Il y a donc celle dont je viens de parler longuement. Ensuite, au cahier central, nous avons des photogrammes qui indiquent les endroits grâce à des photos et à même des dates, des titres de films, de tous les films, enfin tous, la plupart des films, pas que ceux qu'on a parlé, mais dans lesquels on traite d'opéra. Et the last but not the least, nous avons un travail qui a été fait, un index qui a été fait par Enrico Giacovelli, qui a recensé tous les films qui traitent de près ou de loin de l'opéra depuis le cinéma des origines. Ben ça, je le salue au passage. Voyez, moi aussi, je l'ai dans les mains. Et je le salue au passage parce que ça, c'était un énorme travail. Et donc, c'était quelque chose qui a permis que le livre... Voilà. Alors, la question, du coup, je me suis éloigné et c'était par rapport à... Non, non, mais tu y as répondu. En Voilà, fait, bon, je sais ça, c'est... je te demandais, est-ce que selon toi, l'opéra aujourd'hui était un sujet un peu voilà, sous-exploité par les études cinématographiques? Parce que, voilà, le fait que, est-ce que ce livre est aussi une manière de dire qu'il y a un manque dans les études cinématographiques concernant l'opéra? Oui, ben, je pense qu'il y a un manque parce que moi, ce que je remarque en tant que petit critique, hein, quand j'écoute ou que je lis des critiques, rarement les critiques parlent, par exemple, de la musique ou du musicien du film, à part les très grands ou voilà. Et on parle très peu aussi du directeur de la photographie. Ah, ils sont quand même très importants. La musique et la photo, c'est quand même les 2 arts constituants de cet assemblage d'art qu'est le cinéma. Et, bon, voilà, je dis pas qu'on a voulu réparer un manque, hein, je suis pas aussi prétentieux, mais c'est une petite pierre qu'on a voulu apporter à l'édifice de la critique et justement un peu réhabiliter l'opéra. Comment le langage, selon toi, le langage cinématographique peut transformer l'expérience opératique? Euh, alors oui, c'est-à-dire tu veux dire au niveau des analyses de films ou au niveau Au niveau de non, au niveau de l'expérience en tant que, comment le cinéma peut se réapproprier, comment la langue du cinéma peut se réapproprier la langue, la Ah mise en oui. scène de l'opéra? Oui, oui, c'est une excellente question, mais elle est quand même un petit peu, comment dire, vaste à cerner parce que ça sera en fonction des réalisateurs. Ils n'ont pas la même manière de se réhabiliter l'opéra. Alors l'opéra, c'est un art qui est finalement pas si ancien que ça, hein. On peut le faire remonter fin 17e, mais surtout milieu du 18e siècle avec la période, l'acmé, on va la situer au 19e siècle avec les grands compositeurs comme Gounod, Wagner, Bizet, Verdi, voilà. Et puis, il a un petit peu décliné en passant par des arrangements néo-modernes qui ont peut-être comme Schoenberg qui n'ont pas satisfait tous les spectateurs. Voilà. Alors après, on peut prendre 3 exemples, la façon de se le réapproprier. Il y a la façon dont je disais tout à l'heure par rapport à Francis Ford Coppola quand il fait Le Parrain. Dans Le Parrain numéro 3, donc il y a cette scène où on arrive à l'opéra et la face, disons qu'il a l'air de vouloir par ce procédé, nous montrer que finalement son film, c'est comme un opéra en lui-même sur l'histoire de la mafia. Ensuite, il y a quelqu'un comme Fellini qui se prétendait, ou qui se présentait comme, puisqu'il était, comment dire, il était tranquille du côté de la musique, puisqu'il avait Nino Rota, hein, c'est pas n'importe qui. Donc il disait, oh, moi, je ne suis pas du tout, je n'ai pas l'oreille musicale, je n'y connais rien. Et quand même, sa façon de rendre hommage à l'opéra de Verdi, c'est quand il a fait Elan Aveva. Mais il n'a pas mis en scène un opéra. Simplement, il a pris un peu les registres de l'opéra, c'est-à-dire le côté emphatique, le côté danger, le côté des chœurs, ce côté
qu'on est embarqué dans, un peu comme chez Wagner ou même chez Verdi, on est embarqué dans une sorte de bataille ou dans un bateau qui avance, et là, il le montre à travers et la nave va. Une autre façon, c'est Lars von Trier, lorsqu'il met en scène Mélancolia. Là aussi, on est pétrifié devant cette beauté. Or, ça, il n'a pas pris un livret d'opéra, il a pris la musique de Wagner, et sur cette musique, il a imaginé des situations, c'est-à-dire la menace de cette planète qui va détruire la Terre, et il a imaginé à travers des images, et c'est des images, on voit par exemple Ophélie, cette jeune fille avec un gros bouquet de muguet, cette image, elle vous marque pour toujours, comme quand, je sais que c'est Visconti qui racontait que ses parents, bon, il était d'une famille noble, très riche et très puissante, donc ils avaient l'horloge attribuée à l'opéra de Milan, à la Scala, évidemment, pour ne pas le nommer, et il dit que la première fois qu'il y est allé, que le rideau a commencé à frissonner, pour lui, l'opéra, il est entré dans un autre monde, dans un monde qu'il n'arrive pas à définir, ce monde qu'il a tout le temps essayé de faire. Alors, évidemment, un quatrième exemple, c'est évidemment Verdi. Visconti, quand on voit, par exemple, la mise en scène, ne serait-ce que du Guépard ou de Senso, ce sont des opéras. Voilà. Alors, est-ce que j'ai répondu? Je pense qu'il n'y a pas une manière de se réapproprier l'opéra à l'écran. Oui, mais quand tu as des opéras comme Carmen ou comme Don Giovanni qui ont été adaptés plusieurs fois, est-ce que ça voudrait dire qu'il y a certains opéras qui ont un potentiel cinématographique beaucoup plus fort que d'autres? Je pense que tu viens de parler fort justement, j'avais oublié de le nommer, Carmen. Carmen, à ma connaissance, il y a eu 3 adaptations très importantes, hein. Celle de Rosi, Francesco Rosi, mais il y a eu celle aussi de Carlos Saura, qui lui a plutôt axé ça sur la danse, on a fait tout comme une espèce de grand ballet mis en scène. Et l'opéra Carmen, je crois, à ma connaissance, que c'est un des opéras qui a été le plus donné au monde. Alors, pourquoi cet opéra fonctionne-t-il plus que, par exemple, Lohengrin de Wagner? Je ne sais pas. Pourquoi Carmen? Alors Carmen, je crois qu'il réunit tous les éléments qui font que ça peut devenir populaire. Il y a l'amour, il y a la passion, il y a la mort, il y a la soldatesque, puisque c'est un soldat qui est épris de cette gitane, hein, puisque Carmen est une gitane, une femme très modeste, mais une ensorceleuse, c'est le mythe de Circé. Je crois que ça réunit toutes les mythologies qui ont fasciné à peu près toutes les civilisations. Donc, alors je ne sais pas si au moment où, quand il s'est inspiré de la nouvelle de Prosper Mérimée, est-ce que Bizet avait pensé à ce que son opéra serait aussi connu, aussi célèbre? Je ne sais pas, mais toujours est-il que c'est celui qui peut... il y a aussi... Ah oui, j'en avais dit 3. Le 3e, c'est Carmen Jones, qui a été réalisé en Amérique et qui est justement, lui, le réalisateur a travaillé sur, 2 bandes rivales et puis sur la mixité raciale en Amérique, dans ces années-là, dans les années 50. Voilà. Il y a aussi dans notre livre quelque chose aussi, c'est... par rapport à ce film chinois qui a marqué, qui a eu un prix et que je trouve particulièrement intéressant, c'est Adieu ma concubine de Chen Cage, et qui là on l'a mis. Bon, au départ tous les gens n'étaient pas d'accord, mais moi c'est moi qui ai écrit l'article. J'ai dit si, il faut en parler de ce film parce que d'abord c'est un beau film, c'est un film qui a été primé, palmé, et c'est un film surtout qui nous montre quelque chose qu'on ne voit pas souvent, qui est une autre forme opératique, c'est-à-dire l'opéra chinois. Alors là, l'opéra chinois qui marie tous les arts, dont notamment les arts martiaux, la danse, le chant, bien sûr. L'idée aussi qu'à l'époque, et je crois que c'est toujours de mise, malgré la révolution culturelle de Mao Zedong, c'est que les rôles féminins sont chantés par des hommes. Donc il y a cette espèce de travestissement. Et Chen Cage, en plus, dans ce film, il a marié ça à une histoire d'amour, on va dire, oui, d'affection, d'amour, entre 2 hommes, finalement. Ces 2 chanteurs, comme s'ils tombaient dans le piège un peu de ce travestissement.
Alors, une dernière question sur l'adaptation d'un opéra à l'écran. Est-ce que l'adaptation cinématographique, est-ce qu'elle peut trahir nécessairement l'opéra original? Alors, à ma connaissance, comment dire, les créateurs de ces opéras sont déjà morts depuis longtemps, donc ils ne peuvent pas réagir. Ils ne peuvent pas dire comme Marguerite Duras quand Jean-Jacques Hano a adapté, c'est bien Hano qui a adapté, oui, Oui, bien a sûr. adapté L'Amant, elle a dit, alors qu'elle avait voulu participer au scénario, enfin bref, qu'elle avait trahi son œuvre, etc. Alors là, on n'a pas la possibilité. Après, non, après, alors, au niveau de l'opéra, les esthètes, c'est-à-dire les amateurs de bel canto, ils vont vous dire, mais la chanteuse qui chante tel rôle, elle chante mal, elle a cassé sa voix à ce moment, elle a fait ci, elle a fait ça. Bah, ça, c'est des reproches, moi je pense plutôt sur le plan technique. Ensuite, après, dire que le réalisateur a trahi un opéra, c'est pas très possible puisque il ne le trahit pas. Il lui donne une autre. Par exemple, Carlos Saura, quand il met en scène Carmen à sa manière à lui, il ne trahit pas il ne trahit pas. Il fait simplement que l'adapter à sa propre fantasmagorie, à sa propre culture. Et comment tu définirais finalement une mise en scène opératique au cinéma? Alors, la mise en scène opératique, bah alors on peut prendre, je vais peut-être prendre un autre exemple, mais tout à l'heure j'ai parlé de Ivan le Terrible, j'ai parlé Mhm. aussi de la Reine Margot, je vais chercher autre chose. Il y avait Médée aussi. Vous parlez de Pardon? Médée. Il y a Médée aussi qui Oui, est il y a convoqué dans le Médée. livre. Alors oui, il y a Médée de Pasolini, il y a Ludwig, le crépuscule des dieux, donc de Visconti. Bon, la Naveva, on en a déjà parlé, Adieu ma concubine, on en a parlé. Mélancolia aussi. Alors, il y a aussi Le Roi danse, hein, qui est un très beau film aussi sur Ouais. Le Roi danse de Corbiot. Alors, pour définir ce que c'est que la mise en scène opératique, alors, ce serait comme, on va dire, allez, un cuisinier qui déciderait, parce qu'il va s'adresser à des véganes ou à des gens qui ne supportent pas certains aspects de la cuisine, il va dire, bon, je vais vous faire une choucroute à ma manière, mais dans laquelle il n'y aura pas trop de gras, où il n'y aura pas de porc, voilà. Donc on garde l'idée de ce mets délicieux et on y met d'autres ingrédients afin de garder euh, l'idée, l'idée même au sens socratique et platonicien, hein, l'aidos, mais en même temps d'y faire entrer d'autres conceptions. Alors c'est un peu ça, c'est-à-dire on va ça a la forme d'un opéra, ça a les couleurs d'un opéra, mais ça a le goût d'un opéra, la Canada musique, Dry, quoi. mais ça n'est pas un opéra. Alors, Le Roi danse, par exemple, qui met en Mhm. scène donc Lully quand il est arrivé à la cour du roi Louis XIV. Louis XIV était encore jeune et Louis XIV se passionnait beaucoup pour les arts, notamment la danse. Il dansait beaucoup, c'était paraît-il, là, je ne l'ai pas connu, mais c'était un excellent danseur. Et donc, c'est l'histoire de cette relation un peu à la fois ambiguë et magique hein, entre ce roi qui va devenir un roi très puissant, presque un despote, bien sûr, et ce musicien qui était très talentueux, mais intrigant, et qui a tout fait pour écarter Molière, enfin bref, un intrigant, quoi, des intrigants de cour. Hein, voilà. Alors, on peut prendre aussi Annette, tiens d'ailleurs, de Léos Carax, ce film qui Mhm. avait un petit peu marqué la critique il y a 4 ou 5 ans à Cannes. À ma connaissance, il n'a pas eu de prix, mais alors, il mettait en scène un genre de bateleur un peu vulgaire, là, des stand-up, et une jeune femme dont ils s'étaient épris tous les deux, l'un de l'autre, et c'est Marion Cotillard qui jouait le rôle de la chanteuse d'opéra. Et Je te coupe la parole. J'en suis désolé. Il a eu le prix de la mise en scène.
Je viens de vérifier. Parce que je me suis dit, merci. il était parti avec Il a quelque eu chose, quelque chose, mais je voilà. ne me souvenais plus de quoi. Parce que je crois que Non, certains même voulaient la Palme d'Or et il a eu le prix de la mise en scène. non, Voilà, voilà, c'est ça. Il a eu, tout à fait, merci. Il a eu le prix de la mise en scène, qui c'est un peu un lot de consolation. Mais enfin, moi, de toute façon, je m'en moque des prix. Tu vois, d'ailleurs, je m'en souviens à peine, à part pour des grands trucs. Je sais bien que Fellini a eu la Palme d'Or pour la Dolce Vita, voilà. Mais bon, après, le reste, on peut pas tout. Voilà. Bon, bref. Dans, alors là, avant d'aller voir le film, j'avais un peu lu, je me suis dit, oh là là, Marion Cotillard en chanteuse d'opéra, comment c'est possible? Bon, en fait, c'est pas elle qui chante, hein, mais elle est donc sur scène et elle est doublée, hein, par Catherine Trottmann, et c'est donc un groupe, un groupe de pop, de rock, qui a composé cette chanson. Alors, je sais pas, cet air d'opéra, ce faux air d'opéra, je ne sais pas si vous l'avez en mémoire, on pourrait peut-être le mettre à la fin, je ne sais pas, mais enfin, les gens peuvent chercher par eux-mêmes et c'est magnifique. Et justement, on parle aussi donc des interprètes. Moi, je veux quand même donner un grand coup de chapeau à Angelina Jolie, puisque c'est elle qui chante. Enfin, qui chante, oui, elle chante, ça a été mixé avec la vraie voix de Maria Callas dans le film Maria. Bon, ça, j'ai trouvé ça très beau. Tout comme, alors là, ça n'a rien à voir avec l'opéra, mais au passage, je reconnais quand même Tahar Rahim qui double Monsieur Aznavour par sa propre voix et tout. Je trouve que Après, oui, effectivement, oui, c'est vrai. Oui. Après, si je on trouve parle que de cette ça va au-delà de l'interprétation d'un comédien, je trouve. Ça oui, prouve quand même après, que le comédien, on demande beaucoup à un comédien. oui, mais tu sais, enfin, après, il y a, ouais, c'est un peu un exemple. C'est comment je pourrais dire ça? Après, il y a les effets spéciaux qui ont été un peu Ah complexes. oui, C'est un peu complexe quand même, parce que effectivement, il y a la voix, mais il y a aussi l'image, et quand on voit l'image, voilà, on sort un peu du sujet. J'en suis désolé, mais c'est vrai que d'accord. ça Bon. m'a. Ouais. Non, non, Mais mais enfin, bon, bon, Angelina Jolie, quand même, tu es d'accord avec moi, c'est par moment, bien sûr, bien sûr, bien sûr, on bien sûr. voit. Bon, après, il y a quand même tout le travail. Moi, je salue quand même le travail, quoi. Voilà. Est-ce que le style opératique, pour le coup, est-ce qu'il est incompatible avec les codes du cinéma contemporain? Il n'est pas incompatible. Je pense qu'il s'agit de deux choses différentes, hein, en fait. Si on fait un film. Alors, bon, je sais que Jacques Demy a fait beaucoup de comédies musicales, donc notamment ce film qui avait défrayé la chronique et la critique à l'époque. La critique, elle l'avait même effrayé. C'était Une chambre en ville, où il parlait des événements des révoltes des aciéries et des chantiers À Nantes. navals, Hmm. à travers une mise en scène. Tout était entièrement chanté. Ben, pourquoi pas? Alors aujourd'hui, on fait la France, hein, particulièrement, elle fait soit des drames familiaux pour les enfants l'attachement, par exemple, les familles décomposées, je sais pas quoi, ou bien des films vraiment sociaux, hein, comme Mikado, là, qui est sorti la semaine dernière, où c'est par exemple deux enfants de la DAS qui élèvent leurs enfants, ils veulent pas qu'ils tombent dans les mêmes problèmes, donc ils les déclarent pas. Je vois pas trop ce genre de film-là, un peu à la demi, chanter. Pourquoi? Parce que quand on chante, je sais qu'en France, tout se termine par des chansons, mais quand on chante, dans l'esprit des gens, c'est pas sérieux. Voilà, c'est comédie musicale, c'est voilà. Alors qu'on peut très bien peut-être faire des tragédies en les chantant, en chantant. Euh, Pourquoi pas? Parce que les opéras, c'est ça. Alors évidemment, c'est pas des chansonnettes, c'est pas Charles Trenet, ça donne pas envie de sautiller ou de danser, mais ça a quand même une espèce, alors soit de légèreté, comme chez Demy, soit une espèce de lourdeur, évidemment, quand on écoute du Wagner. C'est pas, voilà. Alors incompatible, non, mais je ne sais pas, moi je ne serais pas capable de le faire, mais je cherche un nouveau réalisateur, un jeune qui accepterait, pourquoi pas, de faire quelque chose autour d'un drame social, par exemple, et de le traduire en... Peut-être il y aura ça à Cannes cette année, je ne sais pas, j'ai vaguement lu ce qu'il y allait avoir, mais pour le moment, on ne sait rien. Est-ce que si on prend l'opéra comme espace de jeu et d'action, dans le livre, vous évoquez, enfin vous, quand je dis vous, Oui, c'est oui, les auteurs collectif. et le collectif, vous évoquez l'opéra comme théâtre du monde. Est-ce que, enfin, que révèle finalement cette idée du lien entre les deux arts? Donc c'est entre le théâtre et l'opéra et avec le cinéma autour.
Eh bien, je pense que de toute façon, ces deux arts, que ce soit le cinéma et l'opéra, ils dérivent tous du théâtre. Et le théâtre, il est à l'origine, je pense qu'on peut le faire remonter à 3000 ans en arrière, puisque dans la civilisation grecque, je ne sais pas si même dans la civilisation égyptienne, il n'y avait pas une importance, parce que dans la mise en scène de la puissance pharaonique, il y avait une idée aussi de mise en scène théâtrale. Mais pour les Grecs, qui ont construit, et après les Romains bien sûr, qui ont construit énormément d'amphithéâtres et de théâtres, notamment au bord de la mer, avec des acoustiques incroyables. Pour eux, le théâtre n'était pas simplement un divertissement, c'était une façon de faire entrer les divinités dans le monde matériel, le monde terrestre, le monde de tous les jours, et en même temps une façon de faire vivre la démocratie. La démocratie était très importante dans la civilisation grecque, comme vous le savez. Après, le théâtre, bon, disons qu'on est passé par, alors pour faire vite, hein, on est passé au Moyen-Âge où on appelait ça ce qui se passait sur le parvis des églises, là, les miracles, comme on appelait, c'était des petites scènes. Après, il y a tout ce qu'on a fait autour de la crèche, par exemple. La crèche, c'est également un petit théâtre. Vous avez la Vierge, le Saint Joseph et puis le petit Jésus. Ensuite, c'est devenu, à l'époque de Louis XIII, Louis XIV, ça a été devenu le théâtre qu'on connaît maintenant, qu'on appelle à la Comédie Française. Et puis la Comédie Française date de cette époque-là. Ensuite, apparaît l'opéra. Donc, pourquoi ne pas marier ce théâtre avec de la musique? Et ça donne donc, grâce au livret, le livret, qu'est-ce que c'est à part une pièce de théâtre sur laquelle un compositeur rajoute de la musique, hein, rajoute comment dire, une ouverture musicale qui va nous mettre dans l'ambiance. Et le cinéma, qu'est-ce que c'est? Quand on voit l'assassinat du duc de Guise, par exemple, c'est aussi au départ du théâtre filmé. Bon, après, il y aura le montage, il y aura tous les effets, bon, avec Méliès, qui vont faire sortir cet art, avec évidemment les documentaires. Là, il y a le film donc, que Frémaux a fait à partir de tous les petits films des Lumières, qui nous montrent que même sans montage, les Lumières étaient arrivées par leurs documentaires à nous montrer ce que c'était que la vie de cette époque. Et c'est ça qui est touchant. Donc, au départ, ben évidemment, on filme, puisque c'est les Lumières qui ont fait par exemple le premier Péplum, ils ont filmé une scène, en fait c'est une scène dans la scène, c'est une scène filmée. C'est un peu comme la captation, voilà. Alors oui, je pense que, alors je dis peut-être des bêtises plus grosses que moi, mais je pense qu'il y a un lien de parenté entre ces trois arts. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur Ben concernant le oui, livre. c'est vrai. Mais on n'a pas fini. Hein. Voilà, tu ne vas pas partir comme ça. Il reste encore 2-3 questions. Mais je rappelle quand même, hein, l'opéra à l'écran. Il y a donc sous la direction de Jean-Max Méjean, c'est édité chez Grémézé et il y a beaucoup de choses. Dans le descriptif, vous avez le lien, vous cliquez dessus, vous tombez sur le livre pour vous le procurer. J'aimerais bien qu'on parle un peu parce qu'on aurait pu parler de plein de choses, par exemple, ne serait-ce comment l'opéra influence la direction d'acteurs. Enfin, il y a plein de choses. Mais moi, j'aime bien l'opéra. Enfin, il y a un moment, vous parlez de l'opéra comme source d'inspiration. Vous, encore une fois de plus, le collectif. Et en quoi des figures comme par exemple Florence Foster Jenkins ou la Malibran, Maria Malibran, comment ces figures permettent-elles de repenser le rôle de la voix, d'accord, et du corps au cinéma? Oui. Alors, oui, concernant la Malibran, déjà, bon, je remercie Zoé Valdès parce qu'elle a fait un très beau texte. Et concernant la Malibran, on n'a pas tellement de, comment dire, on ne connaît que par ce qu'on a lu. Disons qu'à cette époque-là, je pense qu'à l'opéra, on ne s'intéressait pas vraiment beaucoup à la direction d'acteurs. Souvent, les chanteuses, surtout, étaient très, très grosses parce qu'on disait que pour avoir de la voix, il fallait être grosse. Par exemple, on pense à Montserrat Caballé, par exemple. Par moments, on leur demandait de jouer le rôle d'une sylphide. Alors, évidemment,
il fallait faire fi de ce qu'on voyait. Mais bon, voilà. Alors la direction d'acteur, je pense qu'elle n'était pas, c'était pas vraiment. Alors Florence Geskin, c'est encore autre chose. C'est une femme très 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 riche qui imaginait qu'elle avait une très belle voix. Donc on parle des deux films, dont celui de Stephen Frears, qui est très beau d'ailleurs, je trouve, et qui mettent en scène cette femme en fait, mais pas sans se moquer d'elle. En fait, elle est ridicule, mais en même temps, elle est pathétique parce qu'elle croit qu'elle chante bien, elle est riche, donc elle demande à son mari de lui payer les plus belles salles où elle se produit, mais elle chante un peu comme une casserole. Et donc, ce côté-là, ça aurait pu la rendre antipathique, mais quelque part, ça la rend plutôt sympathique, émouvante, sensible. Voilà. Alors, je crois donc qu'on ne s'intéressait pas trop justement à ça. Et il a fallu, c'est Maria Callas. Alors là, on le voit très bien dans le Maria. On le voit quand on lit aussi des livres sur ou de Visconti. Parce qu'en fait, qui l'a découverte et qui l'a lancée, Maria Callas, comme tragédienne, ce que reprendra d'ailleurs, parce que tout à l'heure vous me parliez de Médée, reprendra Pier Paolo Pasolini en lui demandant d'interpréter le rôle de Médée. En fait, elle était très 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 grosse à l'origine, Maria Callas, et le jour où Visconti la découvre, justement, elle jouait le rôle d'une sylphide, elle avait des rondeurs, et il est tombé en amour devant cette femme, il s'est dit, mais c'est une actrice et une chanteuse merveilleuse, mais en fait, finalement, il a fait un peu son Pygmalion. Alors, je ne dis pas que c'est lui qui l'a fait maigrir à ce point, mais bon, ça tombait bien qu'à ce moment-là, il lui a quand même montré, puisqu'ils ont fait ensemble la mise en scène de la Traviata, alors qu'elle avait perdu à peu près 28 kilos. Hein. Et alors là, elle était presque diaphane, et elle était tout à fait dans le rôle de la Violette de la Traviata. Et donc, par la suite, ça a fait école. Et maintenant, quand on voit des opéras, on demande beaucoup, je trouve, mais beaucoup aux chanteurs d'opéra au niveau de leur présence scénique. Hein. On leur demande quelquefois d'être aussi acteurs, mais de marcher peut-être pas sur un fil, hein, n'exagérons pas, mais moi j'en ai vu, on leur demande de grimper sur des praticables, on leur demande d'être quelquefois presque tout nus, ou bien de manger en même temps qu'ils chantent, ou bien de pleurer ou de se rouler par terre. Voilà. C'est pas du tout la conception qu'on avait au 19e siècle ou au début du 20e. Hein. Une dernière question. Tu en as un peu parlé au début de cette émission. Quel avenir vois-tu pour la relation entre l'opéra et le cinéma, entre opéra et cinéma, notamment à l'ère du numérique et du streaming? À l'ère du streaming, je pense que le streaming ou les vidéos on demande, ça peut donner un troisième souffle, parce que déjà, des souffles, il en a eu l'opéra. Je ne sais pas si c'est un art qui va disparaître. Je ne pense pas, je n'espère pas, mais enfin bon, de toute façon, je n'y peux rien. Non, ça peut donner au contraire aux gens qui n'ont pas accès. Parce que des opéras, il n'y en a pas dans toutes les villes, hein. Il y en a très peu. Je parle d'opéras qui fonctionnent, hein. Et des opéras qui ne donnent que des opéras, il y en a très peu. Donc quelqu'un qui habite au fin fond de la Lozère ou je ne sais pas trop où, il ne peut pas tellement, à part d'aller les voir au cinéma, dans ce qu'on appelle les captations, il ne peut pas. Voilà. Alors, donc, sur les vidéos on demande, sur les streamings, tout ça, oui, bon, pourquoi pas, aller voir Maria quand il sera disponible. Je ne sais pas s'il est déjà. Donc, ça donne quand même une belle image de Maria Callas. Après, alors, l'intelligence artificielle, l'animation, enfin, je crois que là, on n'en est qu'à des balbutiements. Mais déjà, par exemple, dans Annette, la petite poupée là, qui joue le rôle d'Annette, bon, le double de l'enfant qu'ils ont eu, je crois qu'elle a été faite par des effets spéciaux, ou même du numérique. Je crois que là, il y a beaucoup à espérer. Et moi, j'attends de voir le premier Carmen en animation, hein, pourquoi pas par les ateliers japonais, pourquoi pas, ça donnerait. Moi, je pense qu'il y a matière à faire marcher l'imagination qui, quelquefois, je ne dis pas pour tout le monde, hein, mais quelquefois est un petit peu tarie quand même. Alors, pourquoi ne pas aller chercher dans les mythologies anciennes, qu'elles soient grecques, qu'elles soient orientales, qu'elles soient extrême orientales, ou qu'elles soient d'Amérique du Sud,
bon, je sais que ça se fait un peu dans certains films d'animation, mais justement, l'opéra, c'est quelque chose que je pense qui peut encore nous surprendre. Et c'est pour ça qu'un livre comme celui-ci est important et utile. Merci. L'opéra, je t'en prie, l'opéra à l'écran édité chez Grémézé Éditions, sous ta direction. J'aimerais quand même nommer les contributeurs et Oui, oui. contributrices. Ben, je les remercie au passage, d'ailleurs. Alors, je t'en prie. Alors, attends, je vais quand même. Alors, j'ai pas les prénoms, enfin, je les ai, mais il faudrait. Bon, et c'est pas grave, on va dire messieurs et mesdames Antolini Dumas, Bensoussan, Bretoskira, Dervissoglou, Fernandez Calzadilla, German, Lajus, Legrand, Leroy, Longeon, Manzanera, Mazoc, donc toi-même, Michevich, Pignol, Pioubert, Prédal, Valdès, Ropars et Villodre. Voilà. Merci, merci à eux. Et ça me fait, quand j'entends les noms, comme tu l'as dit, ça me fait revivre tout ce que nous avons vécu, parce qu'on l'a écrit pendant 3 ans, ce livre. Il y a eu des hauts, des bas, des aléas, mais on y est arrivé. Yes, we can. Comme un opéra, pour le coup. Oui, carrément, c'est du Verdi, là. Hein, merci à toi, et bien évidemment, tu reviens quand tu veux. Merci à toi. Exactement. En tout cas, tu reviens quand tu veux. Avec plaisir, quand tu veux, le prochain livre sur l'Antiquité, quand tu veux. Voilà. Eh bien, merci Samir, et à une prochaine alors. À très vite, générique. Merci. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions.